Pierre Piccini d'Aprata, merci de nous recevoir à l'occasion de la sortie chez l'Harmattan d'un livre sans concession qui brosse l'histoire d'une révolution arabe, celle qui ébranle la Tunisie depuis janvier 2011. Une série d'entretiens avec Monsef Marzouki, le président de la République de Tunisie. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsef Marzouki à plusieurs reprises depuis le début de la Révolution, et en fait depuis les tout débuts de la Révolution. Une chance extraordinaire d'avoir pu en fait analyser et suivre l'évolution des événements en Tunisie à travers le regard d'un de ces acteurs majeurs qui est devenu le premier président démocratiquement élu de la Tunisie. Alors effectivement, nous sommes rencontrés la première fois, c'était donc tout au début des événements, le dictateur Ben Ali venait d'être chassé du pouvoir, et Monsef Marzouki rentrait d'un long exil en France. Il m'a reçu chez lui, dans l'intimité de sa maison de Sousse. Alors je me souviens qu'il y avait encore de la poussière sur les meubles, des feuilles mortes dans le hall d'entrée. Il était rentré de quelques jours et nous avons dû nous débrouiller pour faire chauffer un peu d'eau pour le thé. Et là, dans cette ambiance tout à fait informelle, il m'a ouvert son cœur, il m'a ouvert son esprit aussi, il m'a parlé de tous ses espoirs pour la Tunisie, de ses espoirs pour lui-même, qui espérait vraiment, qui voulait mettre les mains à la pâte et travailler pour le bonheur de son peuple, ce qu'il avait fait déjà depuis de nombreuses années, à partir de son exil. Et par la suite, nous nous sommes revus à différents moments, notamment lors des élections qui ont donc permis la création de la constituante, de l'Assemblée constituante, qui l'ont désigné comme président. Nous sommes rencontrés alors que les résultats n'étaient pas encore connus, et nous avons commenté ensemble ces résultats qui ont donné à son parti, le Congrès pour la République, le CPR, une très large victoire, d'une certaine manière, parce que s'il a obtenu une quinzaine de pourcents des voix, c'était pour ce parti qui s'affrontait aux islamistes d'Ennahda, c'était une belle victoire. Et il a été porté ainsi par la constituante à la présidence de la République. Ensuite, nous sommes encore revus au palais de Carthage, plusieurs semaines durant, tout au long de sa présidence, et il a commenté pour moi cette dure bataille contre les islamistes, mais également contre les relents de dictature, de bénalisme qui commençaient de plus en plus à se faire entendre en Tunisie. Il m'a parlé de ses désillusions, de ses déceptions, des trahisons qui l'entouraient également, de la difficulté du pouvoir. Bref, quand j'ai remis il y a quelque temps ces différents entretiens les uns à la suite des autres, quand je les ai mis bout à bout et que je les ai relus ainsi, je me suis rendu compte, c'était lumineux, c'était véritablement clair et limpide, je me suis rendu compte qu'on avait l'évocation et l'analyse d'un des acteurs majeurs des événements qui nous permettait de suivre toute l'histoire de cette révolution. Alors j'ai demandé au président un dernier entretien qui a été préparé par le co-auteur de ce livre, Thibaut Werpin, un vieil ami, et ensemble nous avons travaillé sur les nombreux aspects de politique internationale, intérieure, d'économie, mais également sur les grandes questions qui fâchent en Tunisie, et nous avons réalisé un dernier entretien pour terminer cet ouvrage, et c'est avec beaucoup d'intérêt, je crois, que le lecteur pourra découvrir à travers les yeux du président Marzouki toute l'histoire de la révolution tunisienne. Alors, on ne vous présente plus, intellectuel engagé, humaniste. Vous avez couvert tous les terrains du printemps arabe. Vous avez risqué votre vie au cœur des révolutions, 2 fois prisonnier en Syrie, arrêté, torturé par les services secrets de Bachar al-Assad, otage d'une brigade djihadiste. Vous avez aussi été l'envoyé spécial de plusieurs quotidiens, des magazines aussi. Mais vous êtes enseignant. Dans ce livre, vous commencez par brosser un vaste tableau avec beaucoup de pédagogie de ce qu'il reste aujourd'hui de ce printemps arabe. Oui, je pense que c'était vraiment nécessaire. Il faut d'abord remettre la révolution tunisienne dans son contexte historique, c'est-à-dire ce vaste ensemble qu'on appelle, à tort ou à raison, le printemps arabe. Et
D'autre part, comme vous l'avez dit, j'ai eu l'occasion effectivement d'être présent et à plusieurs reprises sur tous les terrains du printemps arabe. J'ai donc utilisé cette expérience pour donner aux lecteurs, dans une large introduction, un aperçu précis et très accessible, dans un objectif pédagogique, comme vous l'avez dit également, didactique. Je suis enseignant, c'est mon métier à la base, donc j'essaye toujours de rendre accessibles des propos parfois compliqués, c'est le cas du printemps arabe, à un très large public. Et donc j'ai voulu donner à ce public un accès à cet ensemble. J'ai parlé de l'Égypte, j'ai parlé de la Tunisie, de la Libye, j'ai bien sûr parlé de la Syrie, le Bahreïn aussi, et parfois sur un ton un peu ironique, on me le reprochera probablement, sur un ton en tout cas plus familier, qui rendent la lecture agréable et intéressante. Je n'ai pas voulu fournir un bouquin de sciences politiques et assommer le lecteur avec un discours peut-être trop difficile. Donc c'est un ouvrage de vulgarisation, j'en suis conscient parce que c'est ce que j'ai voulu en faire. J'espère qu'ainsi le lecteur pourra mieux appréhender, avec 3 ans maintenant de recul, ce phénomène du printemps arabe. Revenons à la Tunisie. La question s'adresse aux politologues. Quel bilan, quel avenir pour ce pays ? Tunisie, du triomphe au naufrage, c'est le titre complet du livre. Vous tirez donc des conclusions très pessimistes. Oui, effectivement, les débuts de la révolution tunisienne ont été très prometteurs, ça c'est certain. C'est probablement le pays qui a pu aller le plus loin dans sa révolution de tous les pays du printemps arabe. Quand on regarde ce qui se passe en Libye ou en Égypte actuellement, je crois que c'est évident. Mais depuis un certain temps, en Tunisie, c'est le chaos. Le président Marzouki, qui est probablement, et c'est pour ça que je me suis accroché à lui dans cette histoire, qui est probablement l'humaniste de la révolution tunisienne, qui est probablement le personnage le plus proche de ce que nous appelons la social-démocratie laïque. Moncef Marzouki est conspué de toutes parts. Je crois que ses bonnes intentions, son manque d'ambition politique, ce que je veux dire par là, son manque d'ambition personnelle à vouloir gravir les échelons du monde politique, une certaine candeur à vouloir faire le bonheur de son peuple malgré tout, l'a amené à être attaqué de toutes parts. Ennahda, le mouvement islamiste, est lui-même attaqué sur son propre terrain par les salafistes, par les djihadistes qui se multiplient en Tunisie. Ils viennent de Libye, ils viennent du Sahara, ils viennent d'Algérie, ils entrent de partout dans le pays. Dans le sud du pays, dans les montagnes, on égorge les militaires qui essayent de contrôler cet espace géographique très complexe. Dans certaines villes de Tunisie, dans certaines grandes villes, à Tunis même, la capitale, on brûle des bâtiments publics, les salafistes tirent sur les postes de police, incendient les locaux des mouvements de gauche, des syndicats de gauche notamment. L'Union Générale des Travailleurs de Tunisie a été plusieurs fois prise à partie. On brûle les commerces d'alcool, les cinémas, certains hôtels. C'est le chaos en Tunisie. Les assassinats politiques se multiplient aussi. C'est nouveau pour la Tunisie. D'autre part, le peuple, la grande masse des Tunisiens ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et on entend de plus en plus dans le pays ce refrain « c'était mieux avant ». Et les Tunisiens reprochent aux fonctionnaires qui n'ont pas vu leur salaire augmenter, qui vivent toujours de la corruption, de parfois se lancer dans de grandes grèves. Bon, les éboueurs, c'est un exemple, sont souvent en grève. Le pays donne une très mauvaise image de lui-même, les touristes ne reviennent pas, et les gens souffrent économiquement plus qu'ils ne souffraient à l'époque de Ben Ali.
Donc certains sont tentés, même beaucoup sont tentés, de dire il faut un homme fort à la Tunisie. Et on a vu par exemple Caïd Essebsi, ancien ministre et un des pires de Ben Ali, ancien tortionnaire du système, décider maintenant de se présenter à la présidence. Et dans la rue, c'est son nom qui revient dans la bouche des Tunisiens, souvent, qui le désigne comme l'homme fort nécessaire à la Tunisie. Alors oui, les débuts ont été triomphants, mais je pense que on peut dire que le rêve aujourd'hui fait naufrage. Pierre Piccini da Prata, merci. Merci à vous.